c'est le qualificatif que j'ai trouvé pour toi, Astrid. Voilà, donc Astrid Guyard, tu es une escrimeuse française professionnelle, membre de l'équipe de France de fleuret. Tu nous fais le plaisir aujourd'hui de participer à notre conférence chez Tronico sur l'innovation et sur le parallèle entre la performance en entreprise et la performance sportive. Tu es particulièrement qualifiée pour le faire. Tu as à ton actif un palmarès vraiment impressionnant, bravo. 26 médailles internationales totales, dont un titre de vice-championne du monde. Je suis obligée de lire parce que c'est long, 26. Vice-championne d'Europe par équipe et 2 coupes du monde individuel. Non seulement tu es une experte en fleuret, mais en plus tu es également ingénieur aérospatial. C'est aussi pourquoi nous avons souhaité t'avoir avec nous aujourd'hui. Maintenant, tu es chef d'un laboratoire d'innovation pour les matériaux des fusées. C'est tout bon? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais juste me permettre de te corriger sur le dernier point, puisqu'actuellement, je suis en détachement avec Ariane Group. Ariane Group, qui est la filiale spatiale d'Airbus et de Safran, qui se sont mariés, on va dire ça comme ça, pour pouvoir concurrencer une entreprise qui s'appelle SpaceX, une entreprise américaine qui nous fait beaucoup de mal sur le marché des lanceurs spatiaux. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en détachement, et je suis en détachement pourquoi? Pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo, qui arrive dans 10 mois, donc ça va vite, c'est quasiment demain. Et voilà, toute ma carrière a été faite de moments où je travaillais à 100% pour Airbus via sa filiale spatiale, et des moments où je travaillais à temps partiel, puis pour être ensuite complètement dédiée à mon sport, parce que je suis en fait une sportive amateur, c'est-à-dire que mon sport, qui est un sport olympique, je ne peux pas en vivre. Donc je dois vivre ma passion par un métier aussi qui me permettra d'être, on va dire, libérée et de pouvoir vivre mon sport. Je crois d'ailleurs que tu avais un entraînement dès ce matin et que tu en as un autre ce soir. Enfin, c'est pour ça c'est encore plus méritant et on est vraiment très chanceux de t'avoir avec nous. Et je choisirai un autre qualificatif pour toi, Yann. Je choisirai créatif. Voilà, après une première expérience en R&D sur des produits électroniques à forte valeur ajoutée du milieu de l'oil et du gaz, tu t'es orienté vers le management des entreprises. Ton MBA en poche, haut la main je crois d'ailleurs, tu rejoins le groupe Alsan et Tronico, dans laquelle tu es en charge de développer et de faire croître l'activité de diversification de l'entreprise de manière très volontariste, et en particulier dans le domaine de la sous-traitance médicale et avec la marque Tempower. Donc tu es nantais d'origine, c'est bien de le préciser, avec un coup prononcé pour la créativité et l'innovation. Donc on va jouer à un petit jeu de ping-pong tous les deux, donc je vais vous proposer des questions et puis il y aura à vous de répondre en fonction de votre appétence ou pertinence sur le sujet. Alors la première question est pour toi Astrid. On dit souvent que gagner se joue sur des détails de haut niveau. Quel est le secret à ton avis pour faire gagner un sportif? Bon, alors déjà, s'il y avait un secret, tout le monde le saurait. Donc vous vous en doutez, c'est forcément, on va dire, quelque chose qui se joue sur plusieurs paramètres. C'est quelque chose de très systémique, la performance. Tu peux justement juste d'activer un levier pour que ça marche. Je vais quand même essayer de vous donner, en tout cas pour moi, les leviers qui me semblent les plus importants. Moi, je crois beaucoup à la bienveillance, au respect, qui permet de se faire confiance, qui permet de se dire des choses, même si elles ne sont pas faciles. Moi, j'ai déjà eu des réunions avec nos entraîneurs où il nous a toutes réunies, les 12. Il a commencé à écrire son nom, le nom de son adjoint, 3 défauts qui étaient les leurs. On s'est dit, bon bah super, ils se font leur autocritique, formidable. Donc là, il a commencé à écrire nos noms, et chacun avait 3 de ses défauts. Je peux vous assurer, c'est pas un moment roudoudou ça, hein. C'est pas plaisant du tout. Vous êtes là, votre ego, ça fait bien longtemps qu'il se dit, non, je veux pas voir mes défauts. Là, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc de vos coéquipières, certes, mais qui sont aussi vos adversaires en individuel. Et en fait, on a tout dû à ce moment-là s'engager. On s'est engagé en fait à faire en sorte de pallier à ces défauts. Se dire, ok, moi je m'engage à plus faire ça. Je m'engage face à mes coéquipières, face à mes collègues d'entraînement. Et en même temps de faire cet engagement, ce contrat d'engagement, ça me permettait aussi de mieux connaître ma collègue. Mais du coup, j'en suis responsable. C'est-à-dire que si à un moment donné, je la vois avoir peur, manquer de courage, avoir des doutes, à partir du moment où c'était écrit sur ce tableau, moi je dois l'aider en fait. Et donc je crois beaucoup à ces valeurs-là de respect et de bienveillance. Je pense que c'est important pour manager une équipe sportive d'avoir ces valeurs et que le coach porte aussi et incarne ces valeurs et qu'il puisse mettre en place des règles de vie communes de manière à ce que tout le monde puisse bien évoluer dans le groupe. Justement, pour que tout le monde puisse bien évoluer dans le groupe, est-ce que le coach s'y prend toujours de la même façon ou est-ce que tu as identifié différentes manières pour lui de vous coacher? Y a-t-il plusieurs
management sportif possible? Il y en a justement autant que d'hommes. Il n'y a pas un coach qui se ressemble. Alors il y a des managements qui sont plus directifs. Alors quand je dis ça, je pense toujours à Philippe Lucas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet entraîneur, qui est l'entraîneur de Laure Manodou. Mais Laure, elle avait besoin de ça à ce moment-là. La vérité, c'est que sans un coach comme ça, à cette époque-là, quand elle était adolescente, elle aurait peut-être pas été aussi performante. Alors après, ça n'a pas duré parce qu'elle a évolué. Mais à ce moment-là, ce management directif était intéressant pour elle. Il y a des managements qui sont plus tournés sur l'humain. Là, je pense à Gali Yalouz, qui est vice-champion olympique de lutte, qui a été le DTN de la Fédération française d'athlétisme. La clé, c'est quand même un sport indiv. C'est des égos qui sont forts. Et lui, en fait, il a toujours privilégié l'humain et le collectif, même dans un sport individuel. Donc ça, c'est des managements qui sont intéressants. Et sinon, il y a le modèle de management plus participatif. Ça, c'est plutôt le modèle Claude Onesta avec l'équipe de France de handball masculin. Où lui, il est sur l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il part du principe que le coach ne sait pas tout. Ça ne doit pas être le projet du coach, ça doit être le projet de toute une équipe. Et c'est comme ça qu'on va créer un engagement et une solidarité entre les athlètes, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se dire « Ah bah oui, mais le coach, il a fait une mauvaise tactique », parce que tout le monde a eu la chance de s'exprimer. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, pour ma part, moi j'ai 4 entraîneurs à l'INSEP, où je m'entraîne tous les jours. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc il y en a un qui est très directif, l'autre qui est très participatif. J'ai envie de dire, peu importe en fait. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre, il n'y a pas besoin d'être directif pour être respecté et pour être un leader charismatique. Il faut du charisme pour embarquer. Moi je me souviens de Franck Boisdin, qui est un de mes coachs de référence, qui est aujourd'hui parti au Japon, parce que les Japonais l'ont repéré bien évidemment. Quand je me retournais vers lui en bout de piste, vous avez vu, on est sur une piste d'escrime, derrière il y a les entraîneurs. Quand je me retournais vers lui et que je voyais son regard, mais j'avais confiance. Il me regardait, j'avais confiance. Dans ses yeux, j'avais vraiment l'impression d'être la plus forte. C'était certainement pas vrai, mais en tout cas, il me faisait ressentir ça. Et Lionel Plumnay, mon coach actuel, lui, c'est son assurance, sa compétence. Quand il me parle d'escrime, je ressens sa compétence, je le sens légitime. Et c'est vrai que ça, du coup, ça vous embarque, donc c'est hyper inspirant. Et du coup, ils vous permettent aussi de construire un projet de jeu ensemble. Ils savent comment faire évoluer mon escrime parce que c'est des experts, ils ressentent ce qu'ils sont en train de dire. Et moi aussi, je suis une experte. Et donc, en fait, oui, je leur fais confiance pour faire évoluer mon jeu et ils m'embarqueront là où ils devront et on ira ensemble dans la défaite ou la victoire. Mais en tout cas, moi, je pars avec eux, quoi. D'accord, très bien. Merci. Alors aujourd'hui, c'est une journée dédiée à l'innovation. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler de l'innovation au service de la performance du sportif ? Oui, alors l'innovation au service de la performance, elle peut prendre différentes formes. Il peut y avoir des innovations matérielles, technologiques. On peut innover sur un geste technique, on peut innover sur une méthode d'entraînement, sur une méthode de récupération. Et puis aujourd'hui, il y a tout ce qui est big data, où on a une quantité de données à traiter et qu'on peut, on va dire, analyser pour optimiser notre performance ou nos méthodes d'entraînement. On n'est pas très en avance, nous, je crois, en France. Ouais, non, en France, dans les anglo-saxons ont clairement 10 ans d'avance, enfin même plus, puisqu'ils s'y sont mis dès les années 90. Nous, on est un peu à la traîne, mais je crois qu'il y a un projet ministériel sur le sujet, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Ce qui est vrai, c'est que le sport se joue sur des détails. Tu l'as dit avant dans ta première question. Il y a eu les championnats du monde d'athlétisme à Doha il y a une semaine. La différence entre le premier et le deuxième, c'est de l'ordre du millième. Donc ça joue de l'ordre du pourcent. 1%, c'est un nez en athlétisme. C'est une main en natation. C'est un pied au biathlon. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de Pyeongchang en 2018 avec Martin Fourcade qui lance son pied sur la ligne d'arrivée et qui gagne pour être champion olympique. Donc 1% c'est rien. Si vous réduisez de 1% la légèreté de vos chaussures, vous gagnez des millièmes. Si vous réduisez de 1% le poids de votre perche, clairement vous pouvez battre le record du monde. Donc d'ailleurs c'est Renaud Lavigny qui le dit, donnez-moi une perche plus légère. 6,30 m, c'est pas inaccessible. Aujourd'hui le record il est à 6,16 m. Donc oui, quand on commence à optimiser ces paramètres, clairement la performance sportive elle va en être impactée. Après, il y a une limite, parce qu'il y a l'innovation et puis il y a le dopage technologique. Quand Oscar Pistorius, qui est un athlète paralympique, alors qui est connu pour avoir tué sa femme aussi, c'est pas là-dessus que je veux aller. C'est pas très innovant, malheureusement. Donc en fait, lui, il avait sa première prothèse lame
en fibre de carbone. Et en fait, cette lame en fibre de carbone, elle permettait de courir très vite et de courir très vite très longtemps. Même en fin de course, quand les athlètes valides sont fatigués, lui, avec la lame, en fait, il n'est pas fatigué. Lésions musculaires, zéro. Et en fait, il a posé la question de participer à des épreuves valides, sauf que bah non, parce qu'avec la lame, il va plus vite que les valides. Donc on est entre réparation et augmentation, il y a un sujet. Tiger Woods, alors on est à la limite du transhumanisme, tous les golfeurs aujourd'hui se font opérer des yeux. Je ne sais pas s'il y a des golfeurs dans la salle. Levez la main. Oups. Et donc en fait, ils ont peut-être 9 dixièmes de vue, et 10 dixièmes à un œil, bah, ils vont chercher le 20 dixième. Donc on est là, ça commence à aller un peu trop loin. On va dire les combinaisons en natation, je ne sais pas si vous vous souvenez, en polyuréthane, qui permettaient de mieux flotter. Tous les records ont sauté. Et finalement, la Fédération internationale de natation a dit bon bah là non, en fait, on est sur un avantage technologique, on n'est pas sur le dépassement de soi, sur la performance physique. Donc c'est cette régulation qu'il faut avoir. Et en même temps, par exemple, au patinage de vitesse, ils ont tous une combinaison faite par Lockheed Martin, qui est un industriel en aérospatial. Donc c'est une combinaison qui s'appelle la Mach 39, qui permet de diminuer la résistance au vent. Bon bah ça c'est autorisé. C'est important de parler du moment, puisque ce matin, on a vu dans la présentation de notre directeur général qu'il avait fallu la crise pour susciter un breakpoint et d'aller vers l'innovation. Est-ce qu'il y a une notion de risque? Est-ce qu'il y a un bon moment pour innover? Quand est-ce que vous décidez d'innover pour performer? C'est un peu pareil, en fait, du coup... souvent dans le sport, alors soit on tombe sur vraiment un leader, un visionnaire, quelqu'un de charismatique. Ça m'est arrivé avec un entraîneur, Franck Boisdin justement. Alors c'est pas vraiment une innovation en termes techno, mais pour une ingénieure c'était vraiment une sorte d'innovation, c'était même une rupture dans mon cerveau. Bagage d'ingénieur, donc c'est le monde de la logique, du rationnel, et il m'a fait passer au monde de l'intuition, de l'instinct. Donc je peux vous assurer que ça pour moi c'était vraiment en tout cas une révolution. Donc soit il y a ce cas de figure là qui peut vous amener à l'innovation, soit sinon souvent oui c'est un moment de crise. Donc un moment de crise dans le sport, c'est la contre-performance ou c'est la blessure. Moi c'est ce qui m'est arrivé en 2007 puisque je me fais mal à la hanche, donc je me lèse le cartilage de ma hanche droite. Donc ma jambe droite elle est assez importante parce que c'est la jambe avec laquelle on attaque. Je ne sais pas s'il y a des excréments dans la salle, mais je vais quand même vous montrer. Le matériel est là, si tu veux faire une démonstration. En fait, pour attaquer en escrime, on fait la fente. Donc la fente, je vous montre, c'est j'allonge le bras et je lance ma jambe avant ici. Sauf que vous voyez, là, ma hanche, là, elle est directement impactée. Donc je vais bien plus vite et je mets bien plus de puissance. Donc au bout d'un moment, je suis venu me léser le cartilage de hanche. Et je suis allé voir les médecins en équipe de France qui m'ont dit en gros, il faut que tu arrêtes ton sport. Parce que sinon, à 40 ans, tu ne marches plus correctement. Et de toute façon, tu ne seras plus capable de faire de fente. Donc moi, je trouvais ça un peu prématuré. Je leur ai dit, il n'y a pas une autre solution. Ils m'ont dit, il y en a une autre, c'est une attaque qui s'appelle la flèche, mais c'est un peu difficile à mettre en œuvre et c'est un peu ultime. Bon, du coup, à nouveau, je me suis dit, j'ai pas le choix. En fait, c'est évidemment la flèche que je vais choisir et pas arrêter ma carrière. Donc la flèche, c'est ce mouvement-là. Je vous le montre tout doucement. Donc en fait, je vais partir en déséquilibre et je vais me réceptionner sur ma jambe arrière, ce qui fait qu'à aucun moment ma jambe avant n'est sollicitée. Donc ça fait ça. Voilà. Et en fait, du coup, grâce à ce geste, déjà au départ ça n'a pas été forcément facile parce que déjà vous êtes blessé, vous avez mal, vous avez des coups de poignard dans la hanche, on vous dit que vous allez arrêter votre sport et que sinon vous allez devoir réapprendre ce que vous faites depuis 15 ans. Bon, c'est pas des excellentes nouvelles. Néanmoins, ce moment de crise, ça m'a obligé à me réapproprier totalement mon sport, à m'affranchir de tout ce qu'on m'avait appris, à ressentir. Et finalement, ça a été plutôt bénéfique parce qu'aujourd'hui, ce mouvement-là que je vous ai montré, c'est devenu ma griffe, quoi. C'est ma petite signature, mon petit coup de patte. Et sur le circuit international, tout le monde sait qu'Astrid Guyard va faire des flèches, mais ça les empêche pas de prendre ma flèche quand même. Donc c'est tout ça pour dire qu'effectivement, les moments de crise amènent de l'innovation. Et que derrière la contrainte, ça peut générer une véritable opportunité qui va vous permettre même d'être plus fort dans le temps. C'est fantastique. Merci pour ces premiers éléments de réponse par rapport à l'innovation, la performance dans le sport. Une question pour toi, Yann, maintenant. Est-ce que tu peux nous définir, là, tout de suite, ce qui est pour toi l'innovation d'entreprise? Alors, c'est une question qui est un peu large, tu t'en doutes. L'innovation dans l'entreprise, c'est extrêmement important. Moi, j'ai choisi de prendre des citations de gens pour essayer d'illustrer ça un petit peu. Je pense que je ne suis pas nécessairement le mieux placé pour y répondre, même si je m'y risquerai un petit peu à la fin.
Je vais prendre une citation d'Antoine Riboud, qui est la personne qui a réalisé la fusion entre BSN et puis Gervais Danone pour créer le groupe Danone et qui était PDG de Danone jusqu'en 96. Il dit « L'innovation est une alliance entre recherche, marketing, instinct, innovation, imagination, produit et courage industriel. » Donc déjà, quand on voit ça, on dit c'est bien un mec qui a fini dans l'agro parce qu'il a fait une recette de cuisine. Mais au-delà de ça, en fait, il parle de beaucoup de choses. Il parle déjà d'une notion de vision et quelqu'un qui doit incarner cette vision et qui doit vraiment la porter. Ça, c'est extrêmement important. C'est le premier élément qu'il évoque. Deuxième élément qu'il évoque, qui est aussi très très important, c'est la notion de transformation. Je ne suis pas sûr que le visionnaire soit le faiseur. Et en fait, quand il parle de recherche, de marketing, par exemple, Antoine Riboud, il évoque bien l'équipe qui va transformer la vision du visionnaire en action et en produit et en réalité. Et je trouve que c'est assez intéressant comme définition finalement, parce qu'en plus elle est soulignée par un mot qui est extrêmement, c'est peut-être les mots les plus importants d'ailleurs de cette définition, c'est les mots courage industriel. Courage industriel, c'est fort, parce que finalement c'est prendre des risques, c'est prendre le risque de réussir, mais c'est aussi prendre le risque d'échouer. Et si on regarde un peu ce qui se dit dans la littérature, il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle Albert Einstein, qui a dit « Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover ». Donc au final, c'est pas mal dit, je trouve que c'est très très bien dit même, et ça appelle à réflexion. Alors, j'ai d'autres citations, j'en ai une, j'en profite comme j'ai un peu d'audience pour prendre à témoin mon chef. Il y a Michel Mignot, qui est professeur auprès de l'École nationale supérieure d'art et de design, qui a dit « Il n'y a pas d'innovation sans désobéissance ». Non, mais ça fait un petit peu appel à la notion de s'absoudre à un moment donné des règles et être capable d'aller penser un peu en dehors de la boîte. Et je pense que c'est ce qui est très important dans l'innovation. Non, je fais la réponse. Bon, il y aura droit de réponse après. Ouais, bon, a priori. On est d'accord. Non, mais ce qui était intéressant, si je reviens vite 2 minutes à Antoine Riboud, c'est que quand on parle de son innovation, clairement, il parlait d'une innovation de produit. Mais c'est restrictif l'innovation de produit. On peut aller beaucoup plus loin que l'innovation dans l'entreprise. On peut aller beaucoup plus loin que l'innovation dans le produit. L'innovation humaine, par exemple, ça on en parlera un petit peu après. Mais le produit c'est trop restrictif. Et quand on regarde, par exemple, des gens comme Steve Jobs, je le présente pas évidemment. Lui, il est sur quelque chose de beaucoup plus viscéral. Steve Jobs, il dit l'innovation c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Donc lui, c'était sa forme d'expression, Steve Jobs. C'était quelque chose qui était vraiment de son inconscient et qu'il fallait sortir pour qu'il assouvisse sa passion. Donc c'était important. Et il dit quelque chose de plus, Steve Jobs, il dit innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées. Et donc finalement, ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est choisir, c'est renoncer à innover. C'est assez marrant de dire ça, de dire innover, c'est d'abord renoncer. Et je trouve que c'est assez significatif. On l'a pas mal vécu à Tronico, on a eu du mal à renoncer, mais on a choisi de renoncer pour innover et pour produire avec ça. Et donc finalement, cette innovation, elle va de pair avec la stratégie d'une entreprise et c'est critique. Donc au final, si je me risque moi à dire ce qu'est l'innovation en entreprise, et en fait quand on lit toutes ces citations, j'ai plus le sentiment que finalement l'innovation en entreprise, c'est juste la notion d'entreprendre, tout simplement. Et ça permet à mon sens, en tout cas tel que je le vis moi, d'assouvir un besoin de s'accomplir. Merci. Du coup, pour rebondir, tout à l'heure Astrid a fait le parallèle entre management sportif et en entreprise. Est-ce que toi-même tu peux apporter ton éclairage sur la différence de management entre ce qu'a présenté Astrid tout à l'heure ou un parallèle avec le monde de l'entreprise? Pas forcément opposer les mondes. En fait, j'en vois pas tant que ça. Moi, il y a peut-être une notion d'échelle, mais si je regarde l'outil industriel de l'entreprise Astrid, finalement c'est toi, c'est ton outil et ton infrastructure qui est autour de toi. Le management que tu t'imposes, c'est celui que toi tu as décidé de t'imposer. Donc il est rigoureux, il est inspirant, il est directif ou pas, ça dépend des moments. Mais au final, ce qui peut changer, à mon avis, entre un management sportif et un management d'entreprise, c'est peut-être la multiplicité des objectifs dans une entreprise qui peuvent être assez différents, assez variés, et qui imposent des systèmes de management peut-être différents et adaptés à chacun des objectifs. C'est peut-être l'unique différence que je verrais. Peut-être d'autres suggestions, Astrid, mais... Non, a priori, il y a beaucoup de points communs. La petite particularité du sport de haut niveau, c'est peut-être
la gestion des très gros égos. Ouais, c'est pas que sportif. Voilà. Nous, c'est peut-être poussé à l'extrême, mais il n'y a que des égos dans cette salle. Voilà. Mais c'est vrai que le monde du sport, c'est le monde de la très haute concurrence. On a des égos qui sont faibles, hyper forts, et tant mieux. Enfin, l'ego est un carburant. Heureusement qu'on veut être bon, heureusement qu'on veut être les meilleurs. Et c'est parce que moi, individuellement, je veux être la meilleure, que collectivement, je vais pouvoir contribuer et faire que mon équipe, elle sera bonne aussi. Donc c'est peut-être là-dessus où il y a vraiment un truc un peu touchy, parce qu'il y a deux méthodes dans le sport. Soit tu prends les joueurs qui composeront la meilleure équipe ensemble, donc c'est-à-dire que tu prends des motivations qui s'ajoutent et des profils complémentaires dans tes individualités. Soit tu dis, moi je m'en fous, je prends les meilleurs et on s'adapte. Et c'est un peu ce qu'avait fait Arsène Wenger à Arsenal, là où Aimé Jacquet avait dit Eric Cantona et David Ginola pour France 98, c'est niet. Un Wenger, lui, il s'en fout, quoi. Il prend les meilleurs, il se dit de toute façon, on va s'adapter et on va leur faire accepter de jouer ensemble. Et c'est ça qui va compter, parce qu'en fait, ils vont respecter le jeu. Et en respectant le jeu, même ces individualités fortes, elles vont pouvoir fonctionner ensemble. Donc c'est peut-être ces deux choix-là qu'il faut faire en tant que manager quand tu es un manager sportif, mais sinon, il n'y a aucune différence. D'accord. Une autre question pour toi, Astrid, maintenant. L'entreprise s'inspire souvent du sport, mais est-ce que le sport s'inspire de l'entreprise ? Est-ce que le sport s'inspire de l'entreprise ? Eh bien, pas assez. J'aimerais qu'il s'inspire plus de l'entreprise, surtout dans un domaine, c'est la gestion humaine. Gestion de carrière, gestion des joueurs, des athlètes, gestion des entraîneurs. Alors, on n'a pas de problème sur le transgénérationnel. Alors là, ça, pour le coup, il y a une assez bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on a vraiment compris la vertu de mixer les générations. D'ailleurs, les coachs veillent à ce que les plus anciens ne partent pas trop tôt avant que la jeune génération ne prenne leur place. Donc c'est un peu la loi de la jungle, en fait, on va être clair. En gros, j'entraîne les jeunes pour qu'elles prennent ma place. Et bon, tout le monde l'accepte depuis toujours, et c'est très sain. Le pire, ce serait que je parte avant que je me sois fait bouffer. Parce que du coup, la transmission se fait mal, il y a une rupture de génération. Donc ça, on le fait bien. Mais après, gestion des hommes, quand je dis que c'est la loi de la jungle, c'est aussi la loi de la jungle comme ça, là-dessus. C'est-à-dire que c'est marche ou crève, c'est toi ou moi, c'est t'es blessé, on ne parle plus, tu gagnes un jour, t'es un demi-dieu, le lendemain tu perds, on fait plus attention à toi. En fait, on est vraiment des numéros interchangeables, et il n'y a pas de gestion de l'homme à ce niveau-là. C'est juste la gestion de la perf. Et là où l'humain dans l'entreprise est plus vu comme une ressource, nous on est plus vu comme des numéros, et ça, voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre en termes de gestion de l'humain dans le monde du sport. Donc tu tends la perche pour rebondir sur une formation que tu as faite, puisque tu es Black Belt en lead management, et nous avons la chance chez Tronico aussi d'avoir été formés pour un certain nombre d'entre nous. C'est une formation dispensée et qui est très positive, il y a une vraie démarche innovante et dans le quotidien. Et quel positif tu retires toi de cette qualification, certification, formation ? Mais en fait, pour moi, c'est une formation qui permet de renouer avec le bon sens, avec une certaine forme de pragmatisme. Paysan ou... Ouais, alors effectivement, on dit BSP, mais... C'est pour savoir si... Mais non, mais ce que j'aime bien dire, c'est ceux qui font qui savent. Voilà, donc à un moment donné, c'est vraiment faire en sorte que le champ d'expression des idées soit ouvert au plus grand nombre. Les bonnes idées, elles ne sont pas réservées qu'aux experts et à la hiérarchie. Et donc ça, je trouve que c'est toujours bien de mettre de l'intelligence collective, de faire participer tout le monde, et que ce soit ceux qui soient vraiment consultés dans la recherche des solutions. Donc ça permet déjà c'est déjà du bon sens. Et après, au-delà du bon sens, ça redonne du sens à nos actions, aux activités. Enfin, à partir du moment où on se recentre sur le besoin réel, donc dans une entreprise, c'est le besoin client, tout simplement. Déjà, on ne peut pas faire fausse route. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui a du sens et qui permet aussi d'être proche du terrain. Donc, du coup, c'est hyper concret. On est dans le concret, on est dans les problèmes du quotidien. Et puis, il y a un petit côté débrouillardiste que j'aime bien, quoi. C'est vraiment de se dire, voilà, je vais partir des contraintes, oui, on a des problèmes, oui, ça s'est mal passé. Mais en fait, derrière, il y a une vraie démarche de progrès continu. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence derrière cette philosophie. Je dis bien philosophie parce que c'est pas juste un concept, c'est pas juste une méthode et juste une boîte à outils. C'est vraiment un état d'esprit, c'est une manière de penser, une manière de fonctionner. Et l'erreur la plus grave, ce serait de penser que justement c'est un concept qu'on peut plugger
qu'on peut greffer, alors qu'en fait on ne l'incarne pas et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, quoi. Oui, ça ne matche pas. Ça ne marcherait pas, c'est certain. Par rapport au capital humain, Yann, il y a, je pense que tu es convaincu, comme moi, que c'est un véritable espace d'innovation. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples au sein de Tronico, par exemple? Je suis convaincu et je pense même que c'est un des plus grands espaces d'innovation de Tronico aujourd'hui. On a fait beaucoup, je pense que Patrick en a parlé ce matin. C'est clairement un de nos enjeux et je pense que c'est clairement aussi l'un des enjeux de beaucoup d'entreprises, t'en parlais Astrid, de développement. Donc ce qu'on a fait à Tronico, beaucoup de choses, je pense. On a commencé par faire des people review, à dire comment on cultive nos talents, comment on les gère, comment on les identifie, comment on donne des parcours de route, comment ceux qui sont peut-être aussi moins en réussite en ce moment, on peut les faire réussir, les accompagner et pas juste les sortir. C'est quelque chose qui est profond, c'est de dire tout le monde a un potentiel et comment je peux l'utiliser pour qu'il serve l'entreprise. C'est important. On a des choses comme des diagnostics de la culture d'entreprise qui sont en cours et qui sont en train d'être finis, qui sont pour moi des premières briques de développement beaucoup plus important. Quelle est la culture d'entreprise de Tronico? C'est un sujet qui est difficile, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'activités différentes et variées, vous le voyez. Et cette culture, où elle est, où va-t-elle et qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est des vrais sujets sur lesquels il y a de l'innovation à mettre en place. Il y a des choses qui sont plus, j'allais dire, ludiques, des séances de yoga pour les opératrices le matin à 8h. On a des profs de yoga ou de gymnastique d'éveil musculaire, je ne sais pas comment on dit, mais c'est des choses qui sont très suivies. On a vu au début des démarrages qui étaient un peu modestes, mais il y a de plus en plus de monde et c'est un véritable soulagement, ou en tout cas effet d'aubaine pour ces gens-là. C'est très très bien. On a aussi développé beaucoup l'écoute active, le contact humain avec les gens. On a eu des directrices de ressources humaines, de capital humain, et la nuance est extrêmement importante, qui avait beaucoup développé cette écoute active. Et ça aussi, c'est de l'innovation pour moi. C'est quelque chose qui est important. Les gens doivent pouvoir exprimer leurs ressentis et on doit pouvoir le prendre en compte. Donc, dernière innovation, c'est de dire que c'est plus de la ressource humaine mais du capital humain. Ça paraît juste de la sémantique. C'est très important. Une ressource, moi j'ai le sentiment qu'on la consomme. Le capital, j'ai l'impression qu'on l'entretient et qu'on essaie de le faire croître. Donc c'est quand même important et ça paraît peut-être anecdotique, mais c'est extrêmement important de dire ça. À Tronico, l'innovation majeure peut-être au démarrage, c'était de renommer le service des directions des ressources humaines en direction du capital humain. Donc ça c'est extrêmement important. Dernier point, Patrick en a parlé pas mal ce matin, ProcessCom, une méthode de communication. Méthode de communication qui est intéressante parce qu'en fait on ne va pas développer la compétence du salarié, on va développer l'humain du salarié. Qu'on ne s'attache plus vraiment à sa valeur ajoutée dans l'entreprise, mais on s'intéresse à sa personne, à ce qu'il est lui. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on s'adresse à ça à Tronico, et c'est quelque chose qui est très performant, sentiment, on en parlera peut-être après, mais parce que pour la première fois, en fait, les gens commencent à se dire je veux être formé, je veux être profilé, je veux faire partie du groupe. Et je remercierai Christine un tout petit peu après, mais c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour l'instant, qui commence à s'intégrer dans la culture de Tronico. Donc c'est évidemment à continuer, il faut poursuivre cette innovation dans Tronico. C'est certain que là, on a beaucoup de personnes qui ont été profilées. Je crois qu'on est à plus de 130 personnes maintenant chez Tronico. Enfin, ça change tout le temps, ça augmente. Donc voilà, j'ai peut-être pas le chiffre exact. Moi-même, je l'ai fait récemment et j'étais hyper ravie de savoir que j'étais bleue et jaune. Donc, si vous voulez plus plus un peu d'autres couleurs aussi. Voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que ça fluidifie la communication pour mieux se positionner et mieux échanger avec ses collègues. Et y compris en famille. Ça, c'est chouette. Et justement, quand on parle de profil bleu, blanc, rouge, genre maintenant plutôt vert, bleu, je me trompe dans les couleurs, mais est-ce qu'il y a des profils plus caractéristiques, innovants? Est-ce que tu as remarqué des profils qui seraient plus innovants que d'autres? En fait, non, pas vraiment, parce que quand on regarde l'innovation, on voit qu'il y a besoin de tous les profils, finalement. Il y a besoin d'un visionnaire, donc il y a besoin de quelqu'un qui est alors, la couleur rouge, ça c'est clair, et donc ça c'est un type de profil, mais c'est pas tous les profils. On a besoin de gens qui font du marketing, qui ont besoin de poser les choses, qui ont besoin de travailler et d'organiser les choses, plutôt des profils bleus. On a besoin de gens qui ont besoin de chercher,
Ça, on l'a vu, des docteurs, c'est souvent les profils qu'on appelle rêveurs, des gens qui sont plutôt introvertis, plutôt besoin de réfléchir, qui pensent beaucoup en eux-mêmes. Ça, c'est extrêmement important. On a aussi besoin de gens qui émulent le projet autour de l'innovation. C'est plutôt des jaunes. Bref, on a besoin, et j'oublie les violets pour les notions de valeur, mais c'est aussi... Ah oui, pardon, les oranges, mais moi je suis pas orange, je comprends pas ça. Les empathiques. J'aime pas les autres, c'est ça. Oui, c'est l'empathie. Ouais, c'est l'empathie, je suis pas du tout empathique. Et il paraît qu'on a tous de couleurs vraiment arc-en-ciel. Et donc, non, en fait, il n'y a pas de couleur particulière. Par contre, l'équipe doit être multicolore. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est hyper important en termes de cohésion d'équipe. Je crois que c'est assez clair, notamment destiné à l'innovation. Donc, quels résultats et quelles ambitions futures? Oups. Ah, pardon. Peut-être que vous pourriez nous partager finalement votre échange. Parce que en fait, je me posais la question, je me dis ça doit peut-être dépendre des métiers. Il y a peut-être des métiers où justement le côté promoteur des rouges peut être hyper valorisé, ou dans des métiers où tu fonctionnes un peu en loup solitaire, tu peux n'avoir que des rouges dans ta team si effectivement ils sont pas en train de tout le temps fonctionner par équipe. Ouais, c'est un maillon de la chaîne. Donc ils ont un profil type. Par exemple, commerciaux chez nous, ils sont pas mal jaunes. Il y a beaucoup de jaunes chez nos commerciaux. Des gens, et orange, il y a des oranges, mais il n'y a pas que des oranges, il y a aussi des bleus. Et en fait, les jaunes, c'est des gens qui réagissent au tac au tac, qui ont beaucoup de répondants, qui ont un besoin d'extraversion et qui ont besoin de communiquer avec les gens, une façon de communiquer avec les gens qui est extrêmement répondante, responsive. Enfin, c'est ça. Donc le rouge, c'est plutôt pour celui qui va incarner la vision. Lui, c'est celui qui va tirer tout le monde vers le haut, manipuler tout le monde aussi quand ça va mal. Mais c'est exactement... Et oui, parce qu'il y a toujours un revers de la médaille. Il y a toujours un revers de la médaille. C'est ça le propos. Pour revenir maintenant, donc Processcom, on voit bien l'innovation managériale et ce que peut apporter une formation de fond comme les Processcom et qui a fait ses preuves depuis longtemps. Une question pour toi de nouveau, Astrid, maintenant. Tu es membre de la commission des athlètes qui travaille à la préparation complète des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Alors, est-ce que tu peux, je sais que tu ne peux pas tout dire, mais est-ce que tu as des types d'innovations que tu aimerais voir ou que vous allez nous présenter à cette occasion? Donc oui, effectivement, je suis membre de la commission des athlètes de Paris 2024. Donc c'est la commission des athlètes dont la vocation est clairement de challenger le comité d'organisation. Nous, on est là pour à la fois représenter le besoin des athlètes, faire en sorte que l'expérience des athlètes soit réussie sur le plan de vivre ensemble et de la performance sportive. Et on est aussi les garants de ce que les Jeux Olympiques laisseront en héritage à la France et à sa population, et ce que ça va générer comme engagement de la population française autour de l'événement. Donc ça, c'est pour vous décrire ce que c'est que cette commission. En termes d'innovation, clairement, Tony Estanguet, si vous allez voir dans la presse, il veut des jeux révolutionnaires, uniques et qui marquent l'histoire. Donc quand vous avez dit ça, s'il n'y a pas d'innovation, il y a un problème. Donc oui, après, je ne peux pas tout dire, clairement. Donc bien sûr, il y aura des innovations technologiques. Je pense que il y a 4 milliards de téléspectateurs. Les cérémonies d'ouverture et de fermeture, c'est clairement une vitrine pour mettre en valeur le savoir-faire industriel et technologique français. Donc évidemment que ce sera fait. Le village olympique, ce serait dommage si on ne s'en sert pas de showcase en termes de Smart City. Voilà. Donc après, ça c'est pour les innovations technologiques. Il y aura bien évidemment des innovations environnementales. On s'est engagé à faire en sorte que le village fonctionne avec à 100% d'énergie verte, que les matériaux utilisés soient avec un faible impact carbone. Notamment, ce sera un village qui privilégiera la filière bois. On est sur du zéro plastique, on est même sur l'alimentation, de faire en sorte qu'en tout cas elle soit responsable, commerce équitable, bio ou local. Donc ça, c'est vraiment la prise en compte de l'environnement. Et puis, on va essayer d'innover dans l'expérience des jeux. Donc, je vous parlais d'engagement. On va faire en sorte que les jeux ce soit en dehors du stade. On a l'habitude d'avoir un parc olympique bien restreint. En fait, là, c'est Paris, le parc olympique. Voilà, là, on est hors les murs, donc avec vraiment une célébration hors des stades. On va ouvrir les épreuves au grand public. C'est-à-dire que vous pourriez courir le marathon des Jeux Olympiques ou faire le parcours de vélo de course cycliste. On prend les noms d'ailleurs. Voilà. Et puis, en 2024, ce sera l'ère de la 5G. Donc bien évidemment, l'expérience dans les stades, elle sera différente avec la connexion 5G.
Je pense que les téléspectateurs ils ne seront pas non plus en reste avec tout ce qui est réalité virtuelle, même de chez eux, puisque les compétitions sportives seront filmées avec des caméras 170 degrés HD, voire 360, et qu'il y aura moyen de faire des belles expériences, même quand on est chez soi, pour avoir l'impression qu'on est au stade, voire en loge. Donc, j'en dis pas vraiment plus, mais évidemment qu'il y aura des innovations technologiques. Ouais, ça va être chouette, ça donne envie en tout cas, super. Merci. Bon, on arrive à la fin de cette première séquence. On a une toute petite dernière question, tous les deux avec Anne, mais tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure. C'était concernant une innovation sociétale. À quand des Jeux olympiques et paralympiques uniques? À quand des Jeux olympiques et paralympiques uniques? Donc ça veut dire la même session que les valides et les paralympiques puissent concourir lors de la même session. Alors, quand vous m'avez posé cette question tous les deux, mon premier instinct c'était, mais en fait, nous on souhaite les sportifs. On a envie de concourir tous ensemble. Puis je me suis renseignée et j'ai appelé les paralympiques. Et en fait, eux le souhaitent pas. Ils le souhaitent pas parce que c'est leur seule vitrine médiatique. Et c'est tout bête. C'est vrai qu'en termes d'inclusion, ce serait monstrueux. Mais en fait, si on les met avec nous, ils sont noyés dans la masse. Et en fait, quelque part, médiatiquement, pour valoriser le handicap, justement faire passer des messages forts, pour l'instant, qu'ils aient leur vitrine médiatique bien à eux, bien identifiée, c'est encore ce qu'ils préfèrent. Donc, pas pour tout de suite. Merci, ouais, super. En tout cas, on a eu un début de réponse et c'est intéressant. Merci, merci Yann. Donc, on arrive, je pense qu'on peut vous applaudir. Voilà. Le fleuret, le casque, voilà. Donc j'appelle Corinne Bénard, s'il te plaît, et je vous demande d'applaudir au fur et à mesure, s'il vous plaît. Je vais faire les présentations après. Bienvenue. Ensuite, Christelle Boutelot, directrice générale Europe Technologie. Franck Molina, directeur de l'unité privée-publique CISIAG, donc le labo de recherche CISDEGA, excusez-moi. Nicolas Marviel, donc toi tu es directeur du master spécialisé marketing pour l'école centrale Audencia depuis 2008. Jean-Michel Moutot, donc toi tu es enseignant-chercheur à Audencia, donc tout ce qui relève du management. Oh, c'est le choix, c'est comme à la maison, on s'installe où on veut. Et pour finir, the last but not the least, Patrick Collet, directeur général de Société Qualité. Merci de vous applaudir chaudement. Tout est mouvement, et à partir du moment où vous arrivez à déceler ce qui est en train de bouger et où ça va, eh bien vous êtes dans la vision du futur. Et c'est ça l'innovation. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en œuvre dans la société que j'ai créée il y a 10 ans, c'est-à-dire de dire en effet comment va évoluer le monde. Vous savez, aujourd'hui les jeunes ils vous disent on va ouvrir les chakras. Mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait innover, c'est être dans la toute pleine capacité de tous nos cerveaux. C'est-à-dire véritablement passer de l'intellectuel au non-intellectuel, c'est-à-dire dans cette perception et cette sensibilité que vous évoquiez tout à l'heure. Mais être chef d'entreprise, c'est ça. C'est en effet savoir impulser. Et attention, parce que innover, c'est être dans le chaos. Et en même temps, ce chaos, il faut savoir le laisser se déployer. Vous savez, le grand chaos universel chinois, à partir duquel va être répartie toute la multiplicité. Et à partir du moment où vous êtes dans le chaos, il faut le laisser un peu vivre, parce que si vous mettrez trop d'ordre, trop vite dans le chaos, ça va trop vite et vous cassez le mouvement. Donc c'est laisser aller le mouvement jusqu'à sa plénitude pour savoir que là, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez atteindre. Donc c'est ça toute la difficulté du leader et du manager. Donc en fait, pour moi, il ne faut pas confondre le problème avec le problème que ça me pose. Parce que la plupart du temps, on est bien dans cette confusion. Et en fait, penser le changement, c'est véritablement être dans cette perception de mouvement. Je pense le changement et je ne vais pas penser mes pansements. D'accord ? Parce que la plupart du temps, en fait, quand on a un problème, on se confond avec le problème. Et pour moi, innover dans l'entreprise, ce que ça a pu être, une vision, on l'a dit, je ne vais pas le redéployer, c'est une stratégie.
Parce qu'en effet, quand vous êtes dans cette confusion et dans ce chaos, va falloir être dans la transgression. Va falloir en fait réussir à remettre de l'ordre. Et ça vous ôte du pouvoir. Parce que vous, en tant que manager, c'est toujours aussi plus confortable d'être dans une capacité de maîtrise. Or là, vous perdez du pouvoir. Vous êtes dans l'humilité. Parce que vous aussi, vous ne savez pas trop où ça va aller. Et vous avez le droit à l'erreur aussi, parce qu'en France, on n'aime pas trop l'erreur. Aux États-Unis, on ne vous recrute pas si vous n'avez pas déjà eu une entreprise avec un dépôt de bilan. Donc on est dans des visions complètement différentes. Hein. Et après, derrière tout ça, il va falloir avoir une stratégie. Parce que même si on parle d'innovation incrémentant, d'innovation par rupture, même quand on est dans la rupture, on a une stratégie derrière. Et on ne peut pas concevoir d'innover sans stratégie, sans également derrière la technologie. Pour moi, la technologie est complètement complémentaire, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, à innover. Ce sont les deux consoeurs qui voyagent toujours ensemble et qui sont inséparables. C'est Lao Tse qui l'a dit, c'est pas moi, mais je trouve que c'est tout à fait d'actualité. Et ensuite, c'est communiquer, c'est-à-dire diffuser. Il faut savoir communiquer avec cette peur que va engendrer l'innovation. C'est montrer où on va aller, emmener, permettre à tous ceux qui sont derrière nous d'avancer dans une même vision d'avenir et de perception de là où on va, parce qu'on va apporter de la valeur. C'est-à-dire l'innovation a de sens qu'à partir du moment où elle permet d'éclairer l'existant avec une valeur qui va être une valeur d'apport, de service, et c'est là qu'on rejoint aujourd'hui l'écoute client et la perception qu'on peut avoir vis-à-vis de notre développement d'échange vis-à-vis et de nos salariés et de nos clients et dans la réponse qu'on peut apporter. Voilà, donc en interne, c'est la valorisation de l'être, des produits et de l'échange. Merci Corinne pour cette belle présentation de l'innovation, de ce qu'est l'innovation pour toi. En rebond, Patrick, je voudrais éventuellement que tu nous parles, toi, pour Tronico, ce que tu penses comme ingrédient nécessaire au service de l'innovation dans ton domaine plus spécifique. Alors, je vais déjà répondre une première chose. Je n'aurais jamais voulu me manager parce que j'ai souvent désobéi. Alors, ça n'a pas toujours été facile pour mes boss quand j'étais assez jeune, et encore pour mes parents, ça devait être encore pire. Par contre, quand on désobéit, il ne vaut mieux pas se planter. C'était juste le petit truc. On peut tricher, on peut faire un tas de choses, mais il ne vaut mieux pas se planter. Donc, tu as lancé un défi, je t'en relance un, et au plaisir. Première chose. Alors, je ne sais pas où il est, Yann, je ne te vois plus. Voilà. C'est en toute amitié, tu le sais très bien. Deuxième chose, tu as fait un truc où j'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure. Tu as parlé dans les couleurs, tu as parlé des rouges, du promoteur. C'est vrai que le promoteur, tu en es un, j'en suis un. On est rouges tous les deux. Les promoteurs doivent avoir de la vision. C'est vrai que si on ne fait pas attention, le promoteur peut être manipulateur. Sauf qu'il ne faut surtout pas être manipulateur, parce qu'on ne peut pas avoir une stratégie long terme en manipulant les gens. Donc ça c'est interdit, c'est-à-dire que si on veut faire une stratégie long terme, il faut être honnête avec ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs et tout ça. L'honnêteté paye toujours à long terme. Donc la manipulation, il faut absolument se l'interdire pour le long terme. Excuse-moi par rapport à ma désobéissance, tu m'en parles. Une 58, c'est bon, c'est dans les ça c'est bon. Alors par rapport à ta question, les ingrédients, je crois que j'en ai déjà un peu parlé ce matin, quand on innove, il faut, du moins dans nos métiers, il faut ce que j'appelle le côté biencéphale, c'est-à-dire qu'il faut avoir le côté, la vision marché, la vision technique. Il ne faut surtout pas regarder soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas facile des fois d'avoir, disons, le côté biencéphale. Après, moi j'aime bien, disons dans nos produits Tronico, on essaie toujours d'avoir un avantage concurrentiel. Et pour avoir un avantage concurrentiel, c'est très difficile si on est monoculturel. C'est-à-dire que avoir un avantage concurrentiel en électronique, c'est difficile. Par contre, si on entille plusieurs technologies, il y a de l'électronique, il y a de la thermique, il y a la biochimie, il y a c'est-à-dire plus on met de technologie, plus c'est difficile d'être copié, parce qu'en réalité, on arrive à faire parler des gens qui ont des savoirs différents, et pour transcender ensemble et faire un produit. Et si quelqu'un veut nous imiter, justement, il faut qu'il arrive à retrouver des équipes, et en réalité, des équipes pluridisciplinaires, c'est extrêmement difficile à trouver, parce qu'en réalité, on n'a pas le même langage. Je le disais ce matin, moi avec les biochimistes, j'avais beaucoup de problèmes au départ, parce que quand je leur demandais quelque chose, ils me disaient peut-être, ça avait le ton de m'énerver, alors qu'un électronicien, c'est vrai ou faux, et eux, c'est toujours peut-être. Donc, alors je prends cet exemple-là, mais disons, plus on met de technologies différentes, plus on met des barrières. Toujours dans les ingrédients
ben, on en a parlé, même les sportifs en ont parlé, l'esprit d'équipe c'est fondamental. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut mettre des vedettes et s'adapter aux vedettes ou prendre moi j'appelle ça des joueurs de deuxième division et les faire transcender ensemble. Ben, des fois, on a vu au foot, des fois, alors je suis pas footeux, je suis plutôt rugbyman, mais on a vu au foot, mettre des vedettes ensemble, c'est pas terrible des fois. Hein. Donc, l'esprit d'équipe est important, est réellement important. Après, le manager, qu'est-ce qu'il doit faire? Essayer de donner l'envie de gagner, hein, c'est-à-dire, et ça vient des tripes, hein, c'est-à-dire que l'envie de gagner, c'est clair, hein, je fais encore beaucoup moins haut niveau, mais je fais encore un peu de sport. Et je peux vous dire que quand mon grand sportif est là, hein, on joue tous les samedis ensemble, hein, ça fait mal des fois d'aller chercher la balle de squash. Hein, mais il faut avoir cette envie de gagner, si on ne l'a pas, on n'a aucune chance. Toujours dans les trucs, il faut avoir la flexibilité, la flexibilité, l'agilité. Une grosse chose qui est importante, c'est l'écoute. Parce qu'en réalité, quand on est capitaine de navire, on peut se tromper de direction. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord un capitaine doit donner une direction, hein. Après on peut se tromper, mais si on a l'écoute, et ben, on va voir qu'on s'est un petit peu trompé de cap, et là, alors sans manipuler, je reviens, on va humblement dire qu'on change un tout petit peu de cap, même si c'est 180 degrés, des fois on a la notion mathématique un peu erronée, on dit que c'est un tout petit peu, on rechange de cap, mais c'est hyper important d'avoir donc un cap et d'être capable, disons, d'agilité et de changer de cap. Et puis toujours le mot sacré pour moi de l'opiniâtreté, hein, parce que si on n'est pas capable d'attaquer les choses, de dire, ben, de toute façon, de relever, disons à chaque fois qu'on prend des coups, il nous faut de l'opiniâtreté, parce qu'on ne peut pas gagner du premier coup en innovation. Puis à la limite, si on gagne du premier coup, mais on ne saura pas se relever les fois d'après. Donc il ne faut surtout pas gagner du premier coup. Alors c'est pas du masochisme, mais on a besoin, disons, beaucoup d'opiniâtreté pour s'en sortir. Voilà les principaux ingrédients par rapport à ça. Et oui, on peut désobéir. Bien, tu as parlé de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité, ce qui me permet de faire le lien avec toi, Franck, puisque c'est quelque chose que tu connais bien. De par ton statut de directeur de Cystodiag, donc une unité mixte de recherche privée-publique, et tu as à faire justement beaucoup de partenariats privés-publics. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, notamment pour présenter quels sont les facteurs clés de succès de l'innovation pour toi dans ce contexte-ci? Oui, alors juste pour vous laisser imaginer, mon laboratoire, c'est un ovni pour tout le monde. Quand je suis, c'est un laboratoire mixte entre le CNRS, donc des académiques, et l'industrie privée. Et donc quand je travaille avec mes collègues du CNRS, je suis l'industriel de service, oui mais toi c'est pas pareil, toi t'es intéressé que par l'argent, par le chiffre d'affaires, le business, etc. Tu fais pas de la vraie recherche. Et quand je vais dans le domaine industriel, on me dit oui mais toi c'est pas pareil, t'es un rêveur, lui aussi d'ailleurs. Oui, mais toi c'est pas pareil, tu rêves, et puis je vais te cadrer parce que tu délivreras jamais dans les temps, tu vas prendre l'argent, tu fais ce que tu veux. Bon, voilà. Ils ont tous un petit peu raison et beaucoup tort. Et on essaye de démontrer ça depuis de nombreuses années à Montpellier, dans ce labo-là, mais peu importe. Ce qu'on a fait dans ce labo, c'est de rassembler des gens du privé et du public, pas juste les gens du public qui ont des idées et puis le transforment en produit, le privé le développe, c'est depuis de A jusqu'à Z. Et donc chacun apporte son angle au même sujet. Et comme ça, on est plus fort. Et en plus, on a un petit peu corsé les choses parce que c'est un laboratoire interdisciplinaire. Donc on a mélangé les disciplines. Et pourquoi ? Parce que on n'était pas plus intelligent que les autres, et qu'on n'était pas plus rapide que les autres, et qu'on voulait arriver premier quand même. Alors moi, j'ai commencé comme sportif dans une autre vie, moins capé. Je suis vraiment désolé. Alors moi, c'est mineur. Mais enfin, quand même, j'avais une excuse. C'était la première génération d'handballeurs qui a gagné la Coupe du Monde. Voilà, et ils faisaient tous, vous avez noté, je suis pas très grand, ils faisaient tous à peu près 20 cm à 30 de plus que moi. J'étais sur le banc, mais par contre j'ai appris beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans ce que tu disais. Et l'idée, c'est qu'on a mis en plus, pour être compétitif, on s'est dit, voilà, quand on n'est pas plus fort que les autres, comment on fait pour gagner quand même? Alors soit on est une Usain Bolt, il faut surtout dire encore tout droit, et les règles, on n'y touche pas, on part tous ensemble, voilà. Soit on innove. On innove dans les règles, dans la techno, etc., ou dans sa façon de gagner. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc nous on s'est dit, on va attaquer des sujets par exemple de biologie, mais on ne va pas s'y prendre comme des biologistes. Les biologistes sont tous plus forts que nous, plus gros, depuis là depuis plus longtemps, plus d'expérience, etc. Donc on a mélangé les disciplines. Alors
je dois dire, j'ai une excuse, hein, j'ai un peu traîné moi-même avant de faire tout ça, j'ai un peu maturé avec un peu de temps dans différentes disciplines quand même, il faut quand même un peu connaître les disciplines. Mais voilà, c'est un labo aujourd'hui où on fait de la chimie, de la physique, de l'intelligence artificielle, des statistiques, des mathématiques, de l'informatique, j'en oublie, de la microfluidique, etc. Et pourquoi on fait ça? Ben parce qu'en fait on s'est dit, bon voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Surtout pas l'innovation incrémentielle, c'est intéressant, on en a fait longtemps, mais vu ce qu'on est, on ne va aller chercher que ce que les gens n'arrivent pas à faire. Parce que eux, avec leur angle de spécialistes, ils vont y arriver avant nous, donc on ne fait même pas. Donc c'est un choix non pas du risque pour le goût du risque, etc. C'est un choix rationnel de dire, si je ne vais pas dans les situations à risque avec une méthode, une stratégie du risque, alors je vais être sûr de me planter même si je prends moins de risques. Encore plus si je prends moins de risques. Donc c'est un choix qu'on a fait nous, mais on aurait pu en faire un autre. Et bon, c'est comme ça qu'après nous on s'est rencontrés avec Patrick, parce qu'il a quelques projets bien chauds aussi. Et voilà, bon, et j'espère qu'on continue ensemble. Et là, sur les valeurs, comment on manage ça, eh ben, tu l'as dit, ils ne parlent pas les mêmes langages. Et ça, moi, je l'ai vécu. Donc, il y a une seule chose que je fais de façon dictatoriale au laboratoire, c'est que c'est moi qui choisis où s'assoient les gens dans leur bureau. Interdiction de mettre les mathématiciens ensemble, les biologistes ensemble. Pourquoi? Parce que quand ils se racontent leur week-end, ils partagent déjà la confiance. La confiance dans les équipes, c'est important. Et ils partagent un langage commun au quotidien. Après, à la cafette, ils peuvent se mettre entre mathématiciens, il n'y a pas de souci. Après, il y a un autre point que j'ai entendu un peu en creux dans ce que tu disais, Astrid, c'est il y a la compétition, l'histoire de tous ces égaux compétiteurs qui ont le goût de gagner. Alors là, on se dit c'est presque gagné, j'ai plus qu'à faire un esprit d'équipe et j'ai gagné. Alors l'équipe, c'est le meilleur allié pour un coach, pour ceux qui ont été un peu coach, et c'est, alors en plus, le plus gros défaut. Parce que l'équipe, quand on n'est pas bon, on se dit oh, c'est bon, l'équipe va faire pour moi. Alors ça, c'est la perte de responsabilité individuelle. Non, 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 non. On ne se cache pas derrière son collègue. Enfin, je sais pas si, mais on ne se cache pas derrière son collègue. Et en même temps, quand je ne vais pas bien, c'est l'équipe qui doit m'aider. Donc il y a la compétition sur les postes en particulier. Et ça, la compétition, on est d'accord, mais quand le match arrive, c'est l'émulation collective. Donc ce petit détail entre compétition et émulation est extrêmement fin, et c'est ça qui est difficile à manipuler. Il n'y a pas de règle très simple, il faut connaître son collectif, il faut être aligné soi-même avec ses valeurs et celles du collectif. Donc voilà, donc là, beaucoup de choses ont été dites. Et donc cette complexité, il faut bien comprendre aussi que l'innovation, ça fait peur. C'est un générateur, il faut juste le savoir, c'est générateur de stress. Alors, pareil que dans le sport, hein, les gens aiment bien « Oh, j'aimerais bien être à la place du sportif qu'on interview, qui est reconnu dans la rue, etc. » Ok, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais derrière, il y a du stress. Mais du stress positif, parce qu'il y a du bonheur et de l'envie de le faire, de la motivation. Mais cette motivation, je peux me tromper, mais en tous les cas, moi je l'ai vécu comme ça, cette motivation, et ce stress, cette angoisse de finalement, il faut quand même y arriver, etc., elle génère, il faut du carburant, quel qu'il soit, chaque personnalité a son carburant différent. Mais quand même, le stress de ne pas réussir dans l'innovation, il est présent. Donc il faut à la fois aimer un peu ça, ce petit côté adrénaline, j'ai ce petit coup de stress, aimer le résoudre en réussissant. Et si on tombe, avoir suffisamment de motivation et de bonheur à innover, parce que ça va être plus fort que le rationnel. Et là, il faut rajouter que, heureusement qu'il y a des inconscients pour innover. Non, non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Dina Weissman, elle me dit, mais arrête, je lui dis, non, mais il faut qu'on arrête de prendre des risques, etc. Elle me dit, mais Franck, arrête, tu peux dire tout ce que tu veux, je te connais, tu es comme ça, tu le feras quand même. Elle me dit, moi aussi, donc on ne se soigne pas aussi facilement que ça. Donc il y a quand même un petit peu des caractères à innover, et pas forcément avec des, on va dire, des profils typiques. Moi, je connais un petit peu ces trucs-là. Ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'on rentre un peu dans le stéréotype quand même. Et ben finalement, on est souvent surpris des gens qui vont réussir à la place. Quand j'ai un étudiant qui arrive, je lui dis voilà, ton stage, c'est que tu es pris, tu vas même être rémunéré, mais il y a une seule condition, c'est pas d'être bon, c'est de pouvoir dire non, mais je pense que quand même. Et ça, si les étudiants, les jeunes, n'arrivent pas à dire mais je pense le contraire de la personne établie, l'expert autour de la table, alors on n'y arrive pas. Donc je leur dis voilà, attention, il y a un boss qui va décider à la fin, c'est moi. Mais par contre, autour de la table, il n'y a pas de boss. Dans l'innovation, il n'y a pas de boss. Quand on finit, il faut un arbitre, un référent qui va dire à la fin, bon, fin de la récré, finalement, je vous ai écouté, on va faire plutôt ci ou ça. Mais au moment de l'innovation, si on ne veut pas la tuer dans l'œuf, il faut vraiment que tout le monde amène ces choses, y compris des choses inattendues, parce que voilà, on va se laisser soi-même surprendre par son équipe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un plaisir au quotidien et c'est du stress au quotidien. Alors je ne sais pas comment on appelle ça, on fait aussi de la psychiatrie au laboratoire, mais on n'a pas encore résolu ça. Voilà.
On entend bien la notion de risque hein, et du droit à l'erreur dans ton discours, c'est important. Toi, Christelle, tu connais aussi cette démarche dans l'innovation industrielle. Donc, juste pour te recontextualiser, tu es directrice générale du groupe Europe Technologies, qui est un groupe créé depuis 1992 et qui œuvre dans l'industrialisation et la fabrication de pièces métalliques et composites, y compris à l'international, puisque vous avez maintenant des filiales à la fois en France et puis aux USA et en Chine. On peut aussi aller innover d'autres façons que technologiquement, et ça peut être des innovations financières. On voit aujourd'hui différentes capacités à pouvoir aller chercher des fonds. Ça peut être ça peut être une innovation humaine qui va permettre d'être plus efficace dans le fonctionnement. On voit bien des méthodes aujourd'hui sur les équipes de R&D pour qu'elles puissent effectivement donner le meilleur d'elles-mêmes par rapport aux objectifs de l'entreprise. Donc après, en résumé, j'ai effectivement écoute. Ça doit toujours être autour du marché. L'humilité, parce que on n'a pas toujours tous les bonnes idées et il faut savoir renoncer et puis admettre que on a pu avoir tort dans un environnement ou un autre. Il y a toujours un contexte aussi qui peut jouer. Ce qui peut être vrai à un moment ne le sera pas vrai quelques années plus tard. La ténacité. On cherchait à améliorer et puis pas abandonner non plus certains aspects. Et puis ce qui fait tout, c'est la motivation. Effectivement, c'est nos tripes, c'est notre envie, c'est notre cœur à l'ouvrage qui permet d'aller au bout des projets et puis d'aller jusqu'à l'industrialisation en ce qui nous concerne. Et puis la mise sur le marché et le développement des produits. D'accord, merci. On pouvait difficilement, enfin tu as parlé de moyens, d'envie et de motivation, mais on pouvait difficilement animer une table ronde aujourd'hui sur l'innovation sans parler de design thinking. Donc ça tombe bien parce qu'on a avec nous Nicolas Mingiel. Pour te présenter brièvement, Nicolas, tu as été responsable de marque chez Philippe Starck. Donc le design, ça te connaît. Tu es aussi cofondateur de Making Tomorrow, un collectif de designers et d'artistes qui imaginent demain. Quel conseil ou quel outil tu pourrais donner à Christelle ou à d'autres ici évidemment aujourd'hui pour utiliser le design thinking et à quoi ça sert? C'est qu'on forme des gens qui vont se retrouver chefs de produit ou innovation chez Rovata, qui vont vendre des fers à repasser, avec une pratique très marketing qui va être de dire j'analyse des données GFK, je définis que j'ai des attitudes chez mes usagers, et donc je définis une proposition de valeur et je demande à des ingénieurs de bosser. Moi, ce qui m'ont dit profondément là-dedans, c'est que ces mêmes chefs de produit, chefs de marque ou innovation, ne savent pas comment on fait de la vapeur, que c'est qu'une semelle caloporteur. Ils n'ont jamais démonté un produit. Et ça pose la question en fait, et c'est là où le design thinking a quelque chose à amener du gap entre l'idée et la mise sur le marché. Ce qui fait l'innovation, c'est les idées elles valent rien tant qu'elles ne sont pas sur le marché. Donc l'exécution de l'idée, c'est tout l'enjeu du design. Et ça se traduit actuellement par quelque chose, un gros travail, et c'est un changement assez radical, je trouve, depuis quelques années, autour du prototypage et de la maquette. Avec deux tendances qui se sont un peu nouées. D'un côté le design thinking, centre usager, prototypage, et de l'autre côté le lean startup, avec un a priori qui est très intéressant, qui est de dire quand je suis une startup, j'ai pas de marché, je peux pas faire d'études de marché, je peux pas faire de tests puisque j'ai pas de marché. Donc comment est-ce que je fais ça? Je fais des faux. On a une grosse pratique en innovation au travers du design de faux, de triche assumée. Je vais vous donner quelques exemples après. On va maqueter une proposition de valeur, le cœur d'une proposition de valeur, on va la présenter à un client, on va lui demander de l'acheter ou de jouer avec. Ça a des noms, magicien d'ose, fausse morte, turc mécanique, il y a plein de noms autour de chacune de ces techniques, mais qui me permettent de faire croire à un client ou à un B2B ou B2C qu'il est en face d'un vrai produit, voir s'il l'achète, quels sont les usages qu'il en tire, et derrière, une fois que j'ai fait ça, de ne pas dépenser d'argent, voire quasiment rien, pour valider un projet de R&D. Deux exemples, en B2B, c'est Bioki, qui est une boîte qui a été rachetée par Google il y a 4 ans, qui voulait tester un robot pour livrer ils appellent ça en anglais des amenities, des brosses à dents, etc. en hôtellerie. Donc vous appelez l'accueil et vous dites j'aimerais avoir une brosse à dents. D'habitude il y a un être humain qui monte, et ils voulaient tester un robot.
Donc ils n'ont évidemment pas passé une heure, même 10 minutes, à essayer de réfléchir à la techno. Ils ont imprimé en 3D en une journée une coque de robot, ils ont mis un iPad dessus, ils l'ont mis sur une voiture radiocommandée. Ils sont cachés au bout du couloir, ils ont mis la voiture radiocommandée devant la porte de la personne. Ils ont tapé à la porte, ils ont mis une caméra GoPro sur la porte d'en face. Ils sont partis se cacher en courant. Quand la personne a ouvert le truc, ils ont appuyé sur un bouton, le capot s'est ouvert, la brosse à dents était là, et ils ont validé en 2 jours et avec peut-être 50 € de dépenses le potentiel de la machine. Ils avaient tout le cas d'usage. Les humains n'aiment pas qu'on leur passe devant avec un robot. Les humains déplacent le robot, donc il y a priorité à l'humain. S'il bouge et qu'il klaxonne, ça fait rigoler les gens, ils sont surpris, ils sont contents. Donc on valide tout en 2 jours en fait. Et ça c'est important parce que ça veut dire qu'avec une approche design un peu plus légère, donc là on appelle ça pour le coup un magicien d'ose, il y a quelqu'un caché qui fait une interaction, on peut arriver à simuler des choses. Des boîtes comme McDo font ça tous les jours. McDo, la zone de test c'est la France. Ils testent un nouveau produit alimentaire par jour en France, par jour, un hamburger tous les jours. Et il y a 2 ans ils ont fait un truc génial, ils ont testé les Mac Spaghetti. Et donc ils ne se sont même pas posé la question de les faire les spaghettis en fait. Sur le menu derrière les vendeurs, dans 3 magasins qui sont Nation, Grenoble et Marseille, Saint-Charles, ils ont stické Mac Spaghetti de 99. Ils ont compté le nombre de personnes qui rentraient dans le McDo tous les jours. Ils ont compté le nombre de personnes qui demandaient des Mac Spaghetti. Les caissiers disaient on est désolé, ça arrive dans 3 semaines. Sur 3 semaines, ils avaient un taux de transformation qui était là, qui était un vrai taux. Les gens étaient prêts à acheter puisqu'ils demandaient le truc. Là-dessus, il n'y a rien de dépensé. Hein. C'est 2 autocollants dans 3 magasins. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont déjà un bon taux de transfo, on appelle ça ILI en anglais, Initial Level of Interest. Et ils se sont dit, tiens, comment je valide la qualité, le développement du truc. Là, ils ont acheté 3 machines à faire des pâtes, il y a 3 types qui ont fait des pâtes pendant 2 semaines, pour se rendre compte que c'était dégueulasse et qu'on n'aimait pas ça. Ça leur a coûté en tout et pour tout 4 000 € de tuer une innovation alimentaire. C'est important, hein, dans l'alimentaire, les innovations, c'est 90% ou 95% à la poubelle. Jean-Michel, c'est peut-être mieux ça que moi. Et donc voilà, c'est juste ça, cette idée de se dire finalement, il me semble à date, hein, parce que tout le monde a compris la notion d'insight, la nécessité de l'inno, c'est encore un peu dur à tangibiliser ce truc-là. Entre l'idée, en fait, le marché, il y a un produit, plus j'apprends à le faire plus tôt et de manière dégradée, moins cher, mais je peux valider un potentiel business au travers de ces étapes-là. A priori, c'est ce que peut apporter le design et une startup, mieux on se porte. Merci. Une belle approche et une belle démonstration de ce qu'est le design thinking et ce que ça peut apporter pour tester un produit et un marché. On a la chance aussi d'avoir cet après-midi Jean-Michel. En fait, oui, tu as évoqué mon diplôme d'ingénieur en aéronautique à l'origine. Alors, j'ai depuis longtemps travaillé ma caste d'ingénieur. Et en fait, j'avais découvert un peu l'innovation très simplement. J'avais découvert aussi l'ancêtre de l'intelligence artificielle. J'avais commencé un premier stage, ça avait été d'essayer de coder, j'y viens essayer parce que la fin a été un peu compliquée, mais d'essayer de coder un algorithme de test du système d'alarme de l'A340. C'est un peu emmerdant. Et on avait fait ça en algorithmie classique, donc on faisait des arborescences avec des nœuds de décision qui se dispatchaient en 3, etc. Bon. Ça c'était l'ancêtre et ça permettait évidemment d'une forme de progrès technique, ça permettait des choses assez classiques. L'innovation, l'intelligence artificielle était très centrée sur la dimension technique. Ce qui est en train de se passer depuis quelques années maintenant, c'est que, et là Astrid, vous m'avez planté l'effet de surprise tout à l'heure en évoquant l'œil bionique là, des golfeurs. Moi ça m'a marqué le transhumanisme, j'ai beaucoup aimé cet exemple-là, parce qu'on commence effectivement, on parle beaucoup de transhumanisme, on commence à parler d'hommes étendus, d'hommes augmentés, on commence à entendre parler pas mal, et moi je mène là depuis quelques mois des travaux là-dessus, et l'homme ou la femme qui m'intéresse, moi c'est le manager. Et on se dit aujourd'hui, le manager, il est soumis à un paquet d'injonctions, hein. On en a évoqué aujourd'hui une énorme, hein, l'innovation pour le manager, il avait déjà, fallait essayer de respecter l'équilibre financier, fallait essayer de motiver, il fallait travailler l'engagement des équipes, maintenant il faut innover, il faut évidemment avoir une compétence technique en plus, si on écoute Nicolas, alors, si on ne sait pas démonter le fer à repasser, on est mal, mais tu as raison, je te soutiens. Il faut savoir faire des pâtes en plus, enfin, bon, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Donc ça fait beaucoup pour un manager. Et en fait la question qu'on se pose à Audencia, mais on n'est pas les seuls, hein, je travaille aussi ça avec le SCP à Paris, c'est de se dire, est-ce que finalement le manager il est vraiment capable de faire ça? Alors là, je ne sais pas si vous avez vu quelques sondages récemment, mais qui sont assez catastrophiques sur la motivation qu'on peut avoir à devenir manager ou à rester manager. Je crois qu'on a 34% des managers qui envisagent de rester manager, ce qui veut quand même dire en creux que ça en fait un paquet, un 2/3 qui envisagent que ça suffit peut-être manager. On est à plus de 70% des étudiants sortis de grandes écoles de management qui ne veulent pas être manager, premièrement.
On savait qu'avant on les appelait école de commerce, mais comme ils faisaient pas trop de commerce, on a changé le management, ils vont plus faire de management. Alors, qu'on se redonne un autre nom, je sais pas quoi. Il y a, je crois, 9 sur 10, hein, c'est vrai, ça m'arrive 9 sur 10 qui veulent pas être... si vous prenez tout l'ensemble des salariés qui ne sont pas managers, il y en a 9 sur 10 qui ne veulent pas être managers, donc on se dit, voilà, il y a un problème de vocation assez sérieux qu'il va falloir travailler. Plus sérieusement, mais c'est des stats réels, hein, sérieux, on se dit qu'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a 250 000 sujets à traiter. Et tous les mois, alors j'exagère un peu tous les mois, mais tous les 6 mois, tous les ans, il y a un nouveau truc qui arrive. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la relation client, on parle d'UX aujourd'hui, alors avant on faisait des parcours clients, on pensait qu'on était cool, mais maintenant si vous ne mettez pas le terme UX dessus, donc User Experience, vous êtes déjà ringard. Sachez-le, alors évidemment, il y a quand même un tout petit peu de fond derrière, on s'intéresse à l'émotion du client, et bim, un nouveau truc à savoir, une nouvelle vague. Donc tout ça pour vous dire qu'on s'interroge aujourd'hui sur est-ce qu'on pourrait pas, attention c'est un prof qui vous parle, arrêter d'enseigner toutes ces techniques-là. Chiche, on arrête. Alors évidemment on en a quand même un peu besoin de ces techniques-là, et si on automatisait, si on mettait de l'intelligence artificielle qui allait doter en fait le manager d'une capacité augmentée, sans avoir à passer par la case je t'explique ce que c'est que telle technique, l'innovation, ça passe par ci, par ça, le design thinking, non. Je t'explique plus les fondamentaux de ça, parce que je vais te donner des techniques. Donc par de l'intelligence artificielle, avec une capacité évidemment de diagnostic simple en langage courant. Donc par exemple, Patrick est venu me voir, il m'a dit qu'il fallait que j'innove, qu'est-ce que je fais et l'intelligence artificielle de poser un certain nombre de questions en disant, je sais pas, est-ce qu'ils font la gueule ou est-ce qu'ils ont la patate dans ton équipe? Ah bah ouais, non, ils font plutôt la gueule en ce moment. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils sont intéressés par le sujet sur lequel vous êtes censé innover? Ah oui, en revanche, oui. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Ah moyen, ok, etc. etc. Donc il y a tout un tas de variables qu'on a commencé à identifier, des variables politiques, des variables évidemment liées au sujet, des variables relationnelles. Donc on zoome, hein, on est en psychologie sociale, mais avec aussi une dimension technique. Donc on est en train de récupérer toutes ces variables et puis on est en train de voir auprès d'un certain nombre de sachants sur le sujet qui est le sujet de l'intelligence collective. Aujourd'hui, si vous prenez un coach, si vous prenez un consultant, comment il fait comment il fait pour interagir avec un manager, pour lui dire tu vas faire un atelier machin, tu vas faire une séquence de design thinking que tu vas structurer comme ci, comme ça, de telle longueur. Donc on est en train de récupérer ce terme horrible de jus de cerveau, et on sait pour ça qu'il est quand même d'une grande complexité. Du coup, on va voir en intelligence artificielle et en ce qu'on appelle machine learning. C'est-à-dire nous on se dit, oulala, on n'est pas assez intelligent pour arriver à modéliser ça, à faire la petite arborescence comme je faisais il y a 25 ans pour Airbus, aérospatial à l'époque. On n'est pas assez intelligent, trop complexe, trop de variables, et on se dit, la machine elle va beaucoup plus vite que nous, puis donc on l'alimente avec des cas. Donc on script là, on est à plus de 150 cas, mais ça, il en faudra bien plus, d'interaction entre un manager qui avait un problème et un coach, consultant, sachant, qui arrivait à lui donner une séquence d'outils concrets. Et on est en train de modéliser ça. Alors je vous le fais rapide, on a évidemment restreint quand même beaucoup le champ des outils notamment. Donc on a fait une base d'outils, on a une cinquantaine d'outils qu'on a normés. On est évidemment en train, on ne rase pas à 360 degrés en termes de problématiques de manager, on a restreint sur certains champs. Mais on est en train de faire cet exercice-là en se disant que demain, donc proto on espère en janvier, donc on ne s'emballe pas, on va essayer de le sortir sur le premier trimestre, en se dire voilà, il y a une partie de la technique du travail de manager qu'on va automatiser. Et alors évidemment on ne va pas lâcher le manager dans la nature, puis nous il faut bien qu'on ait un boulot. Donc on va lui enseigner des techniques d'interaction, on va lui enseigner des choses beaucoup plus interactionnistes, donc pas la partie technique mais la posture, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle, l'intelligence d'interaction. Parce que là il va falloir évidemment l'armer à utiliser des techniques derrière. Donc on est en train de travailler là-dessus. Ça en termes d'innovation, c'est une notion de manager augmenté, ça peut... en général c'est 50-50, j'ai 50% des gens quand je raconte ça qui sont hyper excités, peut-être doutant un tout petit peu qu'on arrive à sortir un algo qui couvre large, et puis on a 50% des gens qui sont terrifiés à l'idée d'automatiser un certain nombre de savoirs. Si jamais on y arrive, alors on y arrivera forcément, la question c'est quand, est-ce que là cette première expérimentation débouchera en début d'année prochaine, ou est-ce qu'il faudra attendre 2-3 ans pour avoir plus de puissance de calcul ou autre, je ne sais pas vous dire. Néanmoins ce que je sais vous dire c'est que le jour où ça marche, ça va être une rupture majeure. Et Yann qui a fait son MBA chez nous, je vous Yann, ce sera, il est parti écœuré, et là ce sera une rupture absolument majeure pour une grande partie de l'enseignement supérieur, vu qu'il n'y aura plus trop besoin d'écouter des profs. Ce sera probablement sous forme d'abonnement, on peut imaginer des business models très différents, sous forme d'abonnement. On aura l'outil qui permet de faire l'interaction managériale en petit collectif, on aura l'outil qui permet de faire une lecture de bilan automatisé, l'outil qui... etc. etc.
Et on aura une capacité qui aujourd'hui est la capacité quand même qu'on obtient au bout de minimum 1 an, sinon plutôt 2 ou 3 ans d'études. J'ai évidemment zappé toute la partie posture, interaction qui, elle, faudra effectivement renforcer cette dimension-là. Mais on est à l'aube aussi sur l'aspect, vous voyez, sur des choses qui sont très humaines. On est en psychologie sociale. Je pense aujourd'hui qu'on a la puissance de calcul pour aller vers des ruptures absolument majeures dans la manière, en l'occurrence, d'enseigner. Alors Montaigne, je ne sais pas trop ce qu'il va en penser. Voilà, vous savez, la tête bien pleine ou bien faite. C'est un vrai questionnement. Voilà. Donc on prend un risque et on désobéit un peu. Merci, c'est passionnant. Alors je suis un peu désolée pour le bruit dehors, je crois que les travaux ont repris. Et en même temps, la table ronde tire un peu à sa fin. Donc Astrid, avant de donner justement le mot de la fin à Patrick pour conclure cette table ronde et cette belle journée, est-ce que tu veux nous débriefer un petit peu, voilà, avec l'input de tous nos intervenants de cet après-midi, ce que tu penses? Je vais directement rebondir sur le machine learning, donc je fais forcément partie des excités pour le coup par rapport à ce que tu racontes. Juste une petite anecdote dans le sport. Pour le coup, les joueurs de football américain, je crois que c'est l'équipe des Jets, utilisent le machine learning, donc ils utilisent la technique du ghosting, je ne sais pas si tu connais, et donc en fait ça leur permet, donc ils ont modélisé toute l'équipe, ils les ont bien caractérisés, et en fait ça permet à l'entraîneur de modéliser les réactions de son équipe en cas d'imprévu ou de situation improbable. Donc il saura exactement comment son équipe va réagir, donc c'est aussi un petit peu flippant. Et du coup, il va pouvoir travailler ces situations avant qu'elles n'arrivent en match. Donc voilà, c'est aussi ce que permet le machine learning. Donc ça aide au management, très clairement, dans cet exemple-là. Je voulais revenir aussi sur une notion qui me paraît essentielle de l'erreur, de valoriser l'erreur. Vous en avez tous parlé, chacun à votre niveau. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on n'a aucune chance de réussir si on ne s'est pas planté avant. Moi en escrime, avant d'avoir toutes ces médailles, j'ai plus de défaites que de médailles, très clairement, comme tout le monde. Donc c'est vraiment comme ça qu'on construit les victoires. Il faut apprendre à avoir cette humilité, apprendre à réapprendre. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Une défaite, c'est une source mais incroyable d'informations. C'est de l'expérience que je vais prendre. C'est pas uniquement la preuve de mon incapacité. Et en fait, on a un côté très franchouillard de se dire « Ah bah j'ai raté, je suis nul ». Non, j'ai raté, j'apprends. Et ça, c'est vraiment aussi une culture qu'il faut qu'on se fasse une culture personnelle. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on peut en plus on va dire, transmettre à ceux qui nous entourent, encore plus quand on est chef d'entreprise, parce que je pense que c'est une belle culture d'entreprise à avoir, et tu en as parlé d'ailleurs, Patrick, tout à l'heure. Autre chose qui m'a marqué, c'est le fait de s'inspirer d'autres domaines pour ne pas être copié. Tu l'as dit justement, Patrick. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Dans le sport, nous, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans d'autres domaines, de ce qui se fait par d'autres. Moi, je m'inspire même beaucoup des plus jeunes. Tu as parlé également des plus jeunes. Moi, les plus jeunes, elles m'apprennent plein de choses. Parce que j'ai beau avoir toute mon expérience, elles ont une autre vision du sport. Elles ont appris le sport pour me battre, en plus. Donc si je comprends comment elles font, peut-être que moi-même, je peux les battre. Et puis, elles ont cette insouciance, cette fougue, une nouvelle façon de penser qui permet de s'inspirer. J'aime bien aller chercher ce qui se fait dans d'autres sports. Je me rapproche des judokas, des tennisman, des athlètes. Quand je dis athlète, c'est athlétisme. Notamment sur tout ce qui est exo de préparation physique, protocole de récupération. Ça m'ouvre d'autres portes. Et quand je dis d'autres domaines, je vais même au-delà du sport. Je vais même aller discuter avec Virginie Guyot, qui est l'ex-leader de la PAF, de la Patrouille de France, qui avant chaque vol faisait de la visualisation mentale pour chorégraphier ses vols avec toute sa brigade. Et c'est clair que moi au départ je dénigrais un peu la visualisation mentale et tout ce qui était PNL. Et ben en fait ça a un impact de dingue, quoi. Donc voilà, c'est aussi en discutant avec des personnes comme ça, avec des chercheurs en neurosciences, que j'ai pu aussi augmenter ma capacité de concentration, augmenter ma connaissance de mon corps. Je travaille avec une danseuse aujourd'hui qui me permet d'optimiser mes gestes. Enfin, c'est des choses que j'aurais pas cru possible en étant escrimeuse, d'avoir autour de moi toute cette équipe multidisciplinaire. C'est des gens qui n'étaient pas censés se parler, c'était des gens qui n'étaient pas censés se rencontrer. Et c'est ça qui aujourd'hui me permet d'accéder encore à 36 ans à la très haute performance. Donc je trouve que ça, c'est des choses intéressantes. Et puis un dernier mot peut-être sur la communication, vous en avez tous parlé, l'échange. Moi, je ne considère pas que je suis une seule personne, mais il y a plusieurs façons de me parler. Et je trouve que la clé d'un manager, c'est aussi quand il sait parler à quelqu'un sous ses multiples facettes. Il peut parler à quelqu'un en prenant en considération l'enfant qui aime le jeu,
l'ado c'est le rebelle et l'adulte c'est le compromis. Et quand on arrive à parler à une même personne en utilisant ces 3 leviers, on peut commencer effectivement à amener d'autres schémas de pensée et d'autres constructions mentales chez cette personne. Voilà. Merci pour ce retour. Je crois qu'on peut tous vous applaudir parce que vraiment vous avez été super. Bravo, merci beaucoup pour ce bon échange. Maintenant, Patrick, si tu veux dire un dernier petit mot de la fin pour clôturer la table ronde et puis peut-être cette journée Tronico-Innové. Alors, bon, quelques mots sur la table ronde. D'abord, moi, je crois que la première chose dans l'innovation, on l'a déjà dit, mais c'est l'écoute. Avant de passer en intelligence artificielle, on peut aussi beaucoup bosser sur l'intelligence collective qu'on n'exploite pas assez, ce qui n'est pas facile à manager, l'intelligence collective, mais elle est très très riche et des fois c'est un petit peu difficile. Dans les petits conseils aussi, c'est se lâcher, en réalité, ou désobéir, comme disent d'autres personnes, hein, c'est se lâcher, c'est casser les codes. Et puis je crois qu'une chose est fondamentale, c'est prendre du plaisir. Dans notre société, des fois, on oublie ça. Moi, j'ai la chance de gérer Tronico depuis des années. Je ne sais pas si ça se voit, mais je prends un plaisir monstre. Et voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre du plaisir, c'est ce qui est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui à cette belle journée. On espère tous, tous les membres de l'équipe Tronico, les intervenants, tous ceux qui ont préparé cette belle journée, que vous avez pris du bon temps, que vous avez pu voir une belle usine, faire une visite, échanger entre vous pendant ces petits moments de réseau. Et aussi repartir avec plein de choses et plein d'idées et plein de motivations à appliquer chez vous, dedans et hors les murs. Voilà, donc merci à vous. Alors moi je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues, voilà, et surtout la gentille organisatrice, hein, parce que c'est quand même un maître de cérémonie. Je tiens à préciser que je ne suis pas seule. Alors comme on est dans la période des remerciements, je voudrais qu'on remercie Julien, puisqu'il a beaucoup travaillé. Je voudrais qu'on remercie Hugo, bravo, et Hélène aussi pour la famille qui peut faire tout, parce que c'est l'équipe de communication. Et bien évidemment, tous les gentils guides qui se sont pliés à l'exercice de vous faire visiter, les membres des équipes des business units, les acheteurs, et puis les personnes des ressources humaines et de l'accueil. Enfin voilà, donc merci à vous. Très belle journée à vous.